Bonjour, jeudi midi, vous en avez l'habitude désormais, les décideurs de la gestion, que vous pouvez voir en direct et bien sûr, que vous pouvez revoir sur Décideurs TV et sur nos partenaires TF1 News, etc. Autour de moi, chaque semaine, deux gérants que nous avons sélectionnés et pour essayer de vous éclairer à la fois sur l'actualité de l'économie, des marchés, du patrimoine et vous donner des conseils précis. Donc, à côté de moi, pardon, Thomas Louis, pardon, j'allais le faire dans le sens, Acer Finance. Bonjour Thomas. Bonjour Robert. Et Guillaume Dard, Montpensier Finance. Bonjour. Alors messieurs, petite séquence actualité pour commencer. Et l'actualité, c'est lassant, mais c'est l'euro. Ah oui. Il semble. C'est l'euro et ça se mesure par le dollar. Voilà. C'est-à-dire qu'on est à un niveau aux alentours d'un 23 à un 24. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire probablement qu'il y a des flux de capitaux de l'eurozone. Un certain nombre d'investisseurs internationaux quittent la zone, se renforcent en dollars, sachant que le dollar est normalement structurellement faible. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles à attendre à très court terme? Peut-être une bonne nouvelle la semaine prochaine avec une baisse des taux d'intérêt de la BCE. Sinon, beaucoup d'atermoiements avant les élections législatives grecques et les élections législatives grecques et françaises. Et voire pas françaises. Thomas, oui, c'est pas du flight to quality, c'est du fuite vers du fuite de l'euro. Est-ce qu'il y a moyen de contrer ça? Est-ce qu'on voit en fait une manière de faire survivre l'euro, tout simplement? Moi, je vois pas ce qui pourrait soutenir l'euro au moment où on parle. Concrètement, on est d'abord dans un contexte assez important de nouvel ordre monétaire quand même, avec trois blocs désormais, le bloc euro qui subit quelques attaques, le bloc chinois et puis le bloc américain historique. Ce nouvel ordre monétaire... Avec quand même une puissance qui est l'yen, qui est une puissance intermédiaire, si j'ose dire. Oui, alors le yen est une puissance intermédiaire, mais malgré tout, les trois blocs qui se dessinent sont ceux-là. Et donc on est déjà dans ce contexte-là, un contexte mondial difficile. À ça, on ajoute les difficultés de la zone euro, l'impossibilité de mettre en place un fédéralisme qui va s'imposer, je le pense, faute de quoi on va vers une implosion qui est la grande inconnue qui fait peur à tout le monde. Moi, je crois qu'on est aujourd'hui un petit peu, comme d'habitude, à attendre que les choses se passent. Alors, il y aura des votes qui vont arriver, des choses qui vont se traduire par des décisions. On a peur de la décision grecque, 1,8% du PIB de la zone. C'est quand même pas grand-chose. C'est quand même pas grand-chose. Facialement. Et pendant ce temps-là, on a quand même l'axe franco-allemand-italien qui, malgré tout, depuis le mois d'octobre de 2011, s'est relativement bien dessiné, qui est lui à 66% de la zone, qui lui est un véritable indicateur important de soutien à cette conférence. Avec le Portugal, on change de mise. C'est-à-dire qu'on n'est plus le Portugal, l'Irlande, c'est pas la Grèce, quoi. Oui, il faut comprendre d'abord quand même une technicité, un élément technique très important, c'est que compte tenu du système de fonctionnement de l'eurosystème, un pays faible et en difficulté peut continuer à tirer sur sa ligne de crédit à la Banque Centrale Européenne sans qu'il ait à en demander l'autorisation. Il faudrait qu'on lui interdise. C'est-à-dire que la Grèce va pouvoir tirer sur ce qu'on appelle l'ELA, la ligne Emergency Liquidity Assistance, sans limite, sauf à ce qu'il y ait une décision prise par les 2/3 de la majorité du Conseil des gouverneurs de la BCE. Il y a peut-être une autre possibilité, mais en tout cas, tout ça n'est pas extrêmement public pour comprendre le mécanisme. Ça veut dire que c'est une décision politique, et c'est pour ça, d'une certaine façon, que Mme Merkel l'a nié, mais il y a eu des rumeurs sur le fait que c'est Mme Merkel demandait un référendum en Grèce pour que les Grèces aient une position claire, puisque les Grecs en eux-mêmes, on le voit dans les sondages, ils sont majoritairement en faveur de l'euro, mais ils ne sont pas majoritairement en faveur des mesures d'austérité. Oui, donc, pour que le problème grec soit réglé, il faut d'abord que les Grecs décident soit de rester en appliquant le plan, soit de sortir. Et vous avez vu d'ailleurs les déclarations du FMI. Le FMI ne financera pas les tranches grecques supplémentaires s'il n'y a pas la mise en place des politiques qui ont été décidées. Alors, et donc c'est pour ça qu'avant de traiter le Portugal, il va falloir quand même finir le problème grec. Et j'ai peur que le problème espagnol arrive presque simultanément au problème portugais, moi. Et donc là, le problème espagnol, il est lié à ces banques, quand même. Alors, comment ça se règle, ça, avec des banques qui sont à la fois subventionnées et très faibles? On va les recapitaliser. Ça a été une des décisions annoncées. Ça s'est traduit par des actionnaires qui ont perdu dans la journée 20%. Ils en avaient déjà perdu 80, donc c'est 20 qui s'ajoutent à 80. Et on peut toujours en perdre jusqu'à ce que ça vaille plus grand-chose. On est dans un système aujourd'hui où d'un côté, les banques se refinancent auprès de la BCE à 0,5, elles prêtent à 2,5.
constitue des réserves. Ces réserves vont alimenter des pertes. On est dans un système où il faut l'entretenir le plus longtemps possible pour quelque part mutualiser les pertes. C'est un vieux système propre aux banques. Et alors, le problème, c'est qui prête au jour le jour? Au jour le jour, c'est la Bundesbank, la banque allemande nationale, qui prête à la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne reprête quasiment à tous les États du Sud, 250 milliards d'euros à peu près pour l'Espagne et l'Italie, alors que la Bundesbank prête 650 milliards. La France est légèrement déficitaire, Oui, et la Grèce est déficitaire d'une centaine de milliards. Donc, au jour le jour, qui fait l'échéance le soir? C'est la Bundesbank. Donc bien évidemment, comme vous venez de le dire, le sujet, ça va être que le couple franco-allemand, peut-être le trio avec les Italiens, mais qui est un peu moins fort qu'il y était il y a quelques mois, continue à fonctionner, d'où l'extrême importance qu'on ne coince pas les Allemands. Parce qu'on a essayé de le faire un peu en leur disant au G8, oui, on a essayé de faire une manœuvre au G8 en leur disant qu'il faut que vous poussiez vers la croissance. On les a poussés avec un axe sud, France, Espagne, Italie. Et on essaye d'aller chercher en politique intérieure allemande le SPD. Je ne suis pas sûr que Mme Merkel ni son ministre des Finances, M. Schäuble, qui est un homme qui a beaucoup de force, soient d'accord avec ce système. Donc il est vraiment important qu'on arrive à rester sur la même longueur d'onde que les Allemands parce qu'il ne faut pas les pousser à bout. C'est eux qui payent au jour le jour. Donc le schéma, c'est que ce n'est pas la BCE qui va restructurer l'euro, c'est que c'est politique. Ah ben c'est clair, on est dans un mouvement purement donc, politique. Donc si c'est politique, que l'euro soit revenu au niveau pratiquement un peu au-dessus des fameux 1,16 de son tout début, contre le dollar, ça peut aller plus bas. C'est pas surprenant, ça peut aller plus bas. Et puis dans la certitude, encore une fois, Guillaume le disait tout à l'heure, on va se réfugier vers des zones un peu plus stables, dans lesquelles on a un peu de visibilité. Alors, le niveau de l'euro, c'est à la fois une bonne nouvelle pour les producteurs, mais ça n'est pas instantané et c'est une mauvaise nouvelle pour le consommateur. C'est-à-dire que toute chose égale par ailleurs, le prix de l'essence va monter, le prix des textiles va monter et on ne va pas reconstruire une industrie textile en Europe ni en France avec une simple variation de 10 centimes, de 10 cents sur de l'euro-dollar. Et donc, il faut bien se rendre compte que dans la structure, ce qui avait beaucoup aidé la France dans les années 80, dans sa bataille contre l'inflation et dans sa première bataille vers la compétitivité dans les années 80-90, ça avait été justement d'avoir une monnaie forte parce qu'on l'avait fait à l'allemande. Et puis, depuis 10-15 ans, on a perdu du terrain. C'est très frappant. Le basculement, il a lieu à peu près en 2001. C'est la mise en place de l'aménagement des 35 heures. C'est un certain nombre de mesures qui ont été prises en France. La France a arrêté d'être dans la bataille économique, en tout cas pas avec la même énergie que les Allemands. Bien, alors, question qui suit. Si les Irlandais votaient non, qu'est-ce qui se passerait? Ils vont voter oui d'abord, mais ça ne suffit pas puisqu'il faut régler l'autre problème, puisqu'on a dit qu'on voulait rajouter au pacte de stabilité fiscale un pacte de croissance. Donc, est-ce que ce sera un pacte de croissance qui sera un simple indenda d'une déclaration générale qu'on n'aura pas besoin de refaire passer au Parlement, ou est-ce qu'il faudra un processus législatif dans toute l'eurozone? C'est la politique pure, comme on en a un peu l'impression. En tout cas, il vaudrait mieux que ce ne soit pas trop lourd, parce que s'il faut passer par tous les parlements ou par tous les mécanismes démocratiques existants en eurozone, on ne va pas y arriver. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Banque Centrale Européenne ne veut pas intervenir sur la dette d'État tant que les gouvernements principaux, enfin que la zone euro n'a pas décidé du point de vue politique et démocratique ce qu'elle allait mettre en place. Elle ne veut pas se substituer. Alors maintenant, il y a une autre question, il y a le dollar bien sûr, mais il y a des monnaies un peu de substitution. Donc il y a le franc suisse qui s'est calé pratiquement à son plus haut, il y a éventuellement livre sterling. Alors moi je suis un peu étonné parce que le franc suisse en valeur refuge, comme l'or en valeur refuge, il ne se passe pas grand-chose sur les deux au moment où on parle, alors qu'on est dans une incertitude somme toute assez importante. Il ne se passe pas grand-chose, mais il ne se passe pas grand-chose de mon point de vue parce que ce n'est pas en Suisse qu'on va restaurer la production qui va permettre de rembourser les dettes. Même si l'État lui-même est relativement sain. Ah ben bien sûr, voilà. De ce point de vue, mais on pouvait aussi aller vers le Canada, qui était une zone qu'on pensait calme, et puis les dernières manifestations nous font marquer quand même que c'est plutôt plus compliqué sur les autres monnaies, Guillaume. Oui, enfin juste sur le Suisse, c'est un espèce de paradoxe, parce que la Suisse c'est un pays très bien géré, mais effectivement le montant de la taille de l'économie suisse est faible, et relativement à ses voisins allemands et français, et c'est un paradoxe, c'est-à-dire que la Banque nationale suisse a décidé de tenir la parité du franc suisse, parce que s'il s'envole trop, ça va rendre le coût de la vie incroyablement cher en Suisse, et la compétitivité des exportations suisses sera complètement mise à mal. Et donc ils tiennent ce 1,20, il n'est pas sûr qu'ils puissent le tenir si l'inquiétude continue à monter. Donc il y a un effet de spéculation, on est sur cette zone de 1,20, il n'y a peut-être pas grand-chose à gagner, mais si c'est une panique générale, ce sera probablement... Ça explosera. Mais effectivement, c'est pas, je suis tout à fait d'accord, on ne peut pas recommander aux gens, sauf éventuellement de façon défensive et très courte, d'investir massivement en revanche, les money makers
en dollars, ça vous paraît être Mais oui, parce que les Américains ont choisi, pas tout à fait une fuite en avant, mais en tout cas, ils ont annoncé qu'ils bloquaient les dépenses et qu'ils allaient chercher un petit peu de croissance. Donc, on rentre dans un modèle presque vertueux, qui en tous les cas va générer un petit peu d'inflation à terme. Cette inflation va entamer d'une part les obligations et d'autre part l'immobilier, c'est déjà fait, et ça sera un moyen de revenir à quelque chose de plus vertueux, plutôt que de basculer dans un modèle plus japonais. Pour dire la vérité, c'est l'aveugle et le paralytique, l'euro et le dollar, parce que les États-Unis vont très mal, le déficit est encore plus important que celui de l'Europe, l'endettement est en train de galoper, on est à plus de 100% du GDP, c'est-à-dire que c'est des chiffres pires que l'Espagne. Oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on est un peu rassuré par les États-Unis? Parce que la campagne politique américaine n'avait pas encore redémarré. C'est-à-dire que les républicains, pendant les primaires, ont vu que ça ne servait à rien d'attaquer sur le thème du budget et sur le thème de l'équilibre des impôts et des recettes. Pendant ce moment-là, ça ne leur servait pas. Mais ça va revenir en août. C'est-à-dire que le débat sur la dégradation éventuellement des finances américaines, il va revenir parce qu'il y a des décisions très importantes à prendre post-présidentielle américaine sur est-ce que les baisses d'impôts vont être poursuivies, est-ce que les réductions de dépenses vont se faire. Donc, de toute manière, c'est un équilibre euro-dollar. Si on veut avoir une politique de diversification des monnaies, il faut aller aussi avoir d'autres monnaies émergentes. Le yen, on n'a pas tellement envie de mettre ses économies en yen, mais l'ensemble des économies émergentes du point de vue des devises, peut donner une diversification limitée. Leur bon conjoncturel américain, les investisseurs semblent s'y accrocher, c'est la bourse qui fait les meilleures performances, etc. Vous continuez à acheter ça? Moi, je continue à avoir quelques SICAV monétaires américaines, enfin, oui, mais en dollars, mais en visant simplement la revalorisation du dollar. Sur la bourse, sur la bourse, à proprement parler, oui, pour les industriels et quelques technos hors Facebook. Pour prendre un exemple récent, puisque je ne vois pas le modèle économique se dessiner. Est-ce que le cycle peut tenir, ce cycle américain? Est-ce que ce n'est pas totalement artificiel? Est-ce qu'avec une Chine, un Brésil qui vont moins vite, mais ça peut tenir? Tout est interactif. Les États-Unis avaient surpris dans le bon sens depuis 6 mois. La Chine s'était aussi légèrement reprise, mais avec toujours les mystères qui entourent l'Orient. Et troisièmement, les entreprises américaines sont souvent effectivement de très très bonne qualité. Oui, mais il y a une prime de qualité, puisque les entreprises, le marché d'actions américaines vaut 30 à 40% plus cher, toutes choses égales par ailleurs, que le marché d'actions européennes. Donc cette prime, elle est déjà là. Le mécanisme monétaire, on a eu le QE1, le QE2, et on a eu l'opération Twist qu'on a oublié, mais enfin il faut bien se rendre compte que la Federal Reserve possède maintenant une très très grande partie des obligations longues américaines. Donc les taux sont un peu actuels. C'est donc un pays socialiste. Et on voit, non, pas un pays socialiste, mais on voit qu'on est obligé la Fédérale Réserve est obligée de relancer probablement une nouvelle opération. Donc ça pourrait tenir, et ça c'est un message même globalement positif sur l'ensemble des marchés d'actions qui connaissent un marasme. Ça justifie la bonne tenue des valeurs américaines. Ça justifie relative, mais enfin, elles ont très bien tenu jusqu'au moment où il y a 3 semaines, quand les inquiétudes se sont manifestées de façon forte, à la fois sur l'Europe et d'une certaine façon sur les émergents. Là, le marché américain s'est retourné légèrement. Alors, juste dernier point sur l'actualité. Les taux bas, je sais pas, un peu moins d'1,30 sur le 10 ans allemand, 1,60 sur l'américain, alors je ne parle pas de la Suisse ou du yen. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de krach obligataire un de ces jours? Il y a toujours un risque de krach obligataire, sauf qu'on est dans une telle défiance aujourd'hui qu'on a du flight to quality, on va chercher les gens dont on pense qu'ils sont capables de rembourser. Ça veut dire que quand j'achète du Bund allemand à ce taux-là, je perds, je suis en taux réel négatif, donc ça veut dire que je spécule ou je me couvre contre une explosion de l'euro. C'est une mesure de l'inquiétude et effectivement, si vous prenez des obligations allemandes et si vous avez peur qu'il y ait une explosion de l'euro, vous dites au moins j'aurai du Deutschmark. Mais sur les francs suisses, maintenant, le taux d'intérêt sur le 2 ans est négatif en nominal, pas seulement en réel. Il est passé en nominal. Donc, il y a une inquiétude. C'est une mesure de l'inquiétude. Effectivement, on ne peut pas recommander à un investisseur d'acheter à long terme des obligations d'État à ces taux-là parce qu'ils ne couvrent pas l'inflation. Oui, mais est-ce que c'est un risque pour les marchés d'actions, y compris d'actions ou est-ce que finalement... c'est l'ajustement violent qui est toujours un risque pour les marchés actions. Dans l'absolu, je pense qu'on a tous mesuré. Si on fait la moyenne pondérée des emprunts de la zone euro, on va tomber sur 3,80 à peu près. Donc tout ce qui est en dessous, c'est anormal. Tout ce qui est au-dessus, c'est anormal. Dans un monde parfait. Donc il y a un risque sur certaines zones. Pour autant, tant que le marché... Alors, petite séquence question. Je me retourne vers les questions des téléspectateurs sur
sur Internet. Alors, elle concerne pas mal la politique. Hein. Les négociations en cours entre le gouvernement et les syndicats pour l'augmentation du SMIC ou d'autres choses vont-elles avoir un impact négatif sur le marché? Sur le marché, non. Sur les PME, oui. Voilà, pour être clair. De mon point de vue, c'est encore une fois les actions telles qu'elles soient, qui sont cotées, pour l'essentiel d'entre elles, ne sont pas tellement concernées par ces mesures finalement si on regarde dans le détail. Guillaume, le début de ce gouvernement Hollande, c'est notre question. Qu'est-ce que... Pour l'instant, on est dans cette période préélection législative. Il y a un gouvernement, mais il va forcément être très prudent dans cette période. Donc, et ça explique d'ailleurs que les marchés, pour l'instant, restent dans l'expectative vis-à-vis de la situation française. On n'a pas d'idée de ce qui va se passer. Le mécanisme important vis-à-vis des entreprises, comme je venais de le dire, il faut donner de la confiance aux entrepreneurs. Si les entrepreneurs n'ont pas confiance, ils n'embaucheront pas. Et le problème numéro 1 de la France, c'est le chômage. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut vraiment déclencher une petite sanction financière, justement le SMIC, j'en sais rien. Non, moi je le crois la pas. retraite. Je le crois pas pour l'instant. Encore une fois, tant qu'on n'est pas fixé sur le blocage des dépenses, qui est la chose qui obnubile les Allemands, hein, pour être clair, et les Allemands sont aussi des banquiers de la zone, ça va peut-être prendre du temps, mais la sanction, elle sera là. Si un jour le marché se rend compte qu'il est quelque part mené en bateau et que le blocage des dépenses n'est pas au rendez-vous, ça se terminera mal. Voilà. Mais le sujet sur les retraites, c'est aussi un sujet de dépenses, par exemple. Parce qu'au fond, les Allemands eux-mêmes, ils ont reculé l'âge de leur retraite aux alentours, enfin, de 65 et 67 ans. Et la pensée allemande, vue de leur côté, ils ont beaucoup travaillé et ils ont l'impression qu'on va leur demander de payer pour tout le monde et que personne ne va faire d'efforts. Donc toute mesure qui consisterait à montrer qu'on ne va pas faire d'efforts ne sera pas très appréciée de l'autre côté du Rhin. Et comme on vient de le dire, on a besoin de leur argent. Deuxièmement, les marchés pour l'instant sur la dette française, ils ne jugent pas parce qu'ils sont focalisés sur les situations très négatives des dettes italiennes et espagnoles et de l'autre côté sur le côté très refuge de la dette allemande. Et donc pour l'instant, on n'est pas dans le sujet. On n'est pas dans le sujet. Autre question qui n'a pas complètement rien à voir. Toujours les banques espagnoles. Mathieu nous pose des questions. Comment est-ce qu'on est arrivé là? Bon, ça, à la limite. Est-ce que ça a une incidence directe sur les banques françaises, comme les banques grecques ont pu l'avoir? C'est un problème d'actionnariat, là, en l'occurrence. La crise bancaire espagnole, c'est une crise bancaire issue de l'immobilier. Pour beaucoup, on a trop construit en Espagne. Il va falloir bientôt démolir pour remettre du prix dans certains biens. On est au bout du système. Donc le problème, c'est un problème d'actionnariat. Les banques françaises menacées sont celles qui sont actionnaires des groupes. Pour autant, je ne crois pas non plus qu'il faille donner prise à une panique sur le système bancaire espagnol. Non. Globalement, les banques françaises ont connu des difficultés, mais sont plutôt globalement mieux tirées que leurs consoeurs européennes. Je pense qu'ils sont très vigilants sur le risque sur l'Espagne, mais que bien évidemment, l'Espagne est trop importante pour ne pas avoir de conséquences à la fois pour les banques et pour les entreprises si ça se passait mal. Mais là, on aura un plan de secours européen. On risque simplement d'avoir toute une série pendant cet été de réunions européennes comme on en a eu l'automne dernier. De la dernière chance, toutes les semaines, comme on sait. Dernier point de la séquence questions. Laure, vous en avez dit un mot. Est-ce que c'est toujours une valeur refuge? Ça ne joue pas ce rôle dans cette crise d'aujourd'hui? L'or a beaucoup monté si on fait son parcours sur les 10 dernières années. Le plus bas, c'était en 99. C'était intéressant. D'ailleurs, les banques centrales européennes continuaient, certaines en vendaient. Alors, les Allemands, non. Les Français, je crois, ont été très prudents et ont très peu vendu d'or. On était à 300 $ l'once. On est allé jusqu'à 1900 cet été. On est dans la zone des 1600. Le marché attend de comprendre s'il va y avoir une relance très massive complémentaire par les banques centrales. Pour l'instant, les banques centrales, depuis le LTRO en Europe et depuis l'opération Twist de la Fed, n'ont pas manifesté. Oui. Si on a le sentiment ça peut arriver, ça. Mais oui, si malheureusement la crise s'accentue, qu'est-ce qui va se passer? Bien évidemment, les banques centrales ne vont pas laisser tomber le système. On ne va pas laisser tomber dans une récession globale. Donc les banques centrales vont arroser d'argent comme on ne l'a jamais vu dans l'histoire tout le système bancaire et monétaire. Et à ce moment-là,
Et à ce moment-là, on aura une certaine crainte devant la monnaie et l'or repartira. Si on arrive à régler la situation sans une relance très très massive des banques centrales, l'or ne va pas bouger. Mais au fond, le marché de l'or, il est attentif par rapport à ça. Bien, stratégie. Alors, le premier point, qui est aussi un point de semi-actualité, après l'échec de l'introduction en bourse de Facebook, mais de l'autre côté, le CGI Group qui lance une OPA sur Logica, c'est pas les mêmes sommes. Est-ce que les technos sont achetés avec Facebook? Alors, c'est pas les mêmes sommes, c'est pas les mêmes métiers non plus. Les technos en général. Donc, les technos en général, aujourd'hui, c'est un des principaux vecteurs de gains de productivité, que ce soit Atos comme Cap, pour parler d'entreprises françaises. Aujourd'hui, elles font le plein de commandes. Elles sont plutôt mal valorisées d'ailleurs en bourse pour l'instant, comparées à leurs consoeurs. Mais je pense qu'il ne faut pas... Facebook m'a l'air d'être un très beau produit marketing. J'attends de voir le caractère industriel de l'affaire. Donc, les technos en général... Les technos en général, c'est une des forces françaises, pas tout à fait... on a des très très belles entreprises de technologie, on a des Dassault Systèmes, il y a beaucoup de business models de bonne qualité. On a été traditionnellement très bon, effectivement, dans les SS2I. Le travail que vient de faire Monsieur Breton à la tête d'Atos, c'est remarquable parce qu'il a rééquilibré tout son mix. Vous achetez aussi, il y a un peu de retard sur Atos. Atos, c'est une très belle société. Je veux dire, il y a un travail remarquable qui a été fait par Thierry Breton et donc c'est une valeur qu'on aime bien, oui. Bien, et est-ce qu'on peut jouer, ça a été une rumeur, le fait que maintenant que Facebook est coté, même avec une très forte baisse par rapport à son prix d'introduction, ils vont aller dans d'autres métiers ou compléter leur métier. Donc on a parlé évidemment du téléphone, Nokia ou Reverse InMotion sont pas chers par rapport à ce que vaut Facebook, même avec 20% de baisse. Bien sûr, alors peut-être que Facebook a l'intention de payer en papier, faute de payer en cash. Peut-être que c'est intéressant du point de vue purement spéculatif. Aujourd'hui, Nokia, quand on regarde, a raté tout un tas de virages tant technologiques qu'en matière de design. Ils essaient de se rattraper. Peut-être qu'en allant se mettre dans les mains d'un Facebook, ça marchera mieux. Mais pour moi, c'est du pur spéculatif. La notion d'investissement là m'est un peu étrangère. Bien. Alors, stratégie. Quel potentiel, quelle sécurité il faut jouer voilà, au jour d'aujourd'hui? Où est-ce que je vais chercher mon potentiel et où est-ce que je vais éviter de prendre des coups? Comme Thomas vient de dire, on est à la croisée des chemins. On est entre les mains des politiques, et particulièrement des politiques européens, sur un grand nombre de sujets. De l'autre côté, les entreprises se portent plutôt bien, il y a des business models de très grande qualité, les valorisations sont très basses, et les événements politiques ou monétaires qui peuvent se dérouler peuvent être tellement inattendus que sortir des actions complètement à ce niveau-là est très dangereux. Dire qu'il faut les renforcer, c'est très difficile parce qu'on la sent bien, cette crainte. Et donc, pour un patrimoine, je ne vois pas d'autre solution que d'être relativement diversifié sur un certain nombre d'actifs en se disant que les entreprises arriveront... Alors, on va prendre un exemple terrible, enfin... Pendant la Seconde Guerre mondiale, le meilleur placement, ça a été les actions. Voilà, donc dans les pires scénarios, les entreprises sont des êtres, entre guillemets, vivants qui arrivent à s'adapter. Le seul cas où il ne faut pas avoir d'actions du tout, c'est évidemment s'il y a le communisme qui arrive, parce que là, il y a une nationalisation complète et c'est à 100%. C'est évidemment si vous avez acheté des actions polonaises ou russes, ça s'est moins bien passé. Mais dans les pays, tant qu'on reste dans un système de marché économique ouvert, les actions auront leur potentiel. On est à quoi? 9-10 fois les résultats. Bon. Les actions en potentiel, vous dites être équilibré, ça comprend l'immobilier qui a l'air de fléchir un peu. Alors, moi, sur l'immobilier, l'immobilier d'habitation, je le laisserai de côté. Je pense qu'il y a un gros poids qui va peser dessus, qui est d'abord le vieillissement des acheteurs, parce qu'on est aujourd'hui, on est en train d'inverser la courbe, et on est dans un flux vendeur sur l'immobilier. Il y a beaucoup de personnes de plus de 55-60 ans qui vont être obligées de vendre eu égard aux pressions des retraites ou au rendement moins important des biens en net, donc ils vont être obligés de vendre. Il y a cette pression-là. Vous avez une augmentation probable des taux d'intérêt, une diminution probable des maturités et une diminution probable aussi des quantités de crédit à disposition. Ça fait beaucoup de points. Il nous manque un petit catalyseur. Je rappelle qu'en 1935, le catalyseur, ça avait été l'annonce du plafonnement des loyers. Juste pour faire un point avec l'actualité. L'immobilier, l'immobilier, les Français ont beaucoup renforcé. On dit qu'il y a beaucoup d'épargne en France. En termes de flux
il y a à peu près 17%, dit-on, d'épargne. Mais il y en a 11% qui sont déjà du remboursement de crédit immobilier. Donc les Français sont trop investis en immobilier globalement. Donc on ne peut pas en tout cas, sauf à ne pas du tout être investi dans l'immobilier, le renforcer et dans un unique objet d'habitation. En revanche, l'immobilier d'entreprise peut avoir un sens, encore. Oui, sur le même concept que finalement de les entreprises elles-mêmes. Approche d'une allocation d'actifs, Thomas, aujourd'hui. Je l'ai dit tout à l'heure, un peu d'actions US, un peu d'actions européennes parce que je considère qu'elles ne sont pas chères. Il nous manque le petit catalyseur qui nous laisse encore dans la zone de risque possible d'une baisse de 10, mais malgré tout d'une hausse potentielle de 30% de mon point de vue. 10-30, vous estimez? Le risque de baisse à 10, oui, la chance de hausse à 30. Donc, et moi, en matière d'allocation, on travaille pas mal sur les obligations internationales aujourd'hui. Quelques govies libellées dans des devises un peu solides, l'Amérique latine, quelques pays d'Asie. Voilà, qui vont se mettre à lutter contre l'inflation. Suivant la taille du patrimoine, 3 grands tiers, si ce patrimoine est très significatif, la part de la part offensive peut être plus significative et dépasser le 30% parce qu'on a vu qu'on a eu des rebonds très très rapides, ne serait-ce que dans les derniers mois. Donc sortir du marché, c'est un peu tard, mais je suis d'accord sur le fait qu'il y a un risque de downside à court terme qui est de l'entour de 10%. C'est à peu près dans la zone de 7 fois les bénéfices que le marché a stoppé la plupart de ces baisses en 2003, en 2009, même en 2009. Bien, on arrive dans les 5 dernières minutes de l'émission, donc dans un peu plus concret. Concept d'investissement, si vous en reteniez un, par exemple, ou deux. Concept d'investissement, j'allais dire des concepts qui sont adossés à un horizon de gestion. En principe, qu'on oublie un petit peu l'immédiateté là qui nous envahit. On est complètement pris en ce moment par pris par l'immédiateté. Alors voilà, vous pouvez commencer à regarder ce qui se passe dans l'exploitation forestière. Voilà, à 5 ans d'ici, je pense que ça commencera à avoir un vrai sens. Les wagons, on en a parlé il y a longtemps. Aujourd'hui, il y a un réseau ferroviaire français qui se structure énormément, avec quelques valeurs ajoutées à les trouver. Bon, voilà, quelques idées un petit peu différentes des marchés. Nous, on aime beaucoup l'entreprise, si vous pensiez. Donc, au fond, en dehors de ce qui est coté et dont on s'occupe plus, je trouve que quand les épargnants, les investisseurs ont la chance de connaître des entrepreneurs et qui peuvent participer à leur côté à des développements, les uns et les autres, on reçoit des mails en disant... Oui, mais même ça peut être comme on dit, friends and family. Oui, je veux dire, je ne dis pas de passer forcément par quelque chose d'organisé. Je dis, au fond, il faut que si on veut que l'argent ait du sens et travaille et d'aller dans la bonne direction, il faut aider les entrepreneurs. Il y a grâce à ces déductions qui ont été faites, il y a beaucoup de bonnes idées, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont allants, je crois qu'il faut continuer à aider ce mouvement. C'est encourageant. Bien, alors, une ou deux grandes valeurs? Une grande valeur, Carrefour, simplement parce donc vous achetez le changement de management? Oui, enfin j'achète la personnalité du nouveau dirigeant qui a fait déjà ses preuves à de nombreuses reprises. Il faut un catalyseur dans le marché. On est sur un PE qui est ridicule aujourd'hui, comparé au PE historique de cette entreprise. Ça reste une très belle entreprise. Alors évidemment, il faut inverser la tendance, mais les marchés anticipent, on est dans des marchés d'anticipation, et je pense que l'arrivée de Georges Plassat, en l'occurrence, est un catalyseur pour la valeur. Une grande valeur, Guillaume? Nous, on a beaucoup aimé et on continue à aimer EADS, et comme le cours a rebaissé et que le dollar remontant, c'est plutôt porteur pour oui, EADS. On a suffisamment pleuré sur le dollar. Voilà, donc le dollar, dans des grandes valeurs, mais avec peut-être un coefficient de risque un peu plus fort, c'est Michelin, qui est aussi bien géré et dont les résultats sont marque mondiale, quand même. Les deux, voilà, marque mondiale, oui. Dans les deux cas, voilà. Et après, on a des idées de plus de PME ou d'autres concepts. Joker, précisément. Alors, Joker, on aime bien deux Joker. Wildcard, qui est une société qui s'occupe de paiements, permet d'organiser les paiements dans l'Internet. Un des fournisseurs de composants pour le iPhone et le iPad qui s'appelle Austria Microsystems. Et une troisième idée, une idée dans l'immobilier allemand. Deutsche Wohnen, l'immobilier en Allemagne, ça vaut 4 fois moins cher qu'en France. C'est ce qu'on dit toujours. Ça vaut 4 fois moins cher qu'en France, donc il y a une valeur cotée qui s'appelle Deutsche Wohnen, c'est intéressant, ça diversifie. Ça, c'est du Joker. Allez-y. Moi, c'est une entreprise un petit peu plus importante qui s'appelle Rexel, matériel électrique, j'aime bien. C'est une gestion, un management solide. Donc le manager a changé il y a quoi? Alors, le manager a changé il y a 2-3 mois, je crois. Oui, 2-3 mois, c'est ça. Mais en revanche, l'équipe autour est-elle solide? On a des free cash flow de 500 millions d'euros par an, ce qui est énorme, qui leur donne beaucoup de visibilité, notamment pour des acquisitions, pour générer un peu de croissance externe. Encore une fois, son historique de price earning était autour de 13, aujourd'hui elle se paye 9 fois. L'actionnaire est bien traité, autour de 6-7% de rendement. Je vois
quelques bonnes raisons de rentrer sur le titre au moment où on parle. Bien, ben merci. Juste peut-être une dernière question. Vous nous avez parlé tout à l'heure de la forêt, du transport ferroviaire. Vous avez des valeurs là, dans ces secteurs-là? Alors, il y a aujourd'hui quelques valeurs qui sont cotées sur Alternext dont les échanges ne sont pas assez significatifs pour qu'on puisse recommander d'y aller. Je pense qu'il faut juste surveiller ce secteur, notamment en Friends and Family, on en a parlé tout à l'heure. Il y a quelques beaux projets qui se montent vers les usines de cogénération au moment où on parle. C'est probablement un des secteurs qu'il faut regarder en matière de private equity pour les 3 ans qui viennent. Bien, ça sera la conclusion de cette émission. Merci. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Au revoir.